Pendant les consultations, il me donnait des indications sur le passé de la personne. Que vous pouviez vérifier? Que je pouvais vérifier. Parce que moi, je ne connaissais pas, les gens viennent me voir pour une problématique en particulier. Je ne connais rien de leur vie. Et à ce moment-là, le cheval me donne des indications, comme par exemple que cette personne a subi des attouchements dans l'enfance, et il fait revenir à la mémoire. En fait, il y a des personnes qui viennent me voir et qui ont été c'est pas dans le déni, mais en dissociation pendant longtemps, elles ont des difficultés, par exemple avec le toucher ou dans leur relation avec le masculin, elles ne savent pas pourquoi, et là le cheval fait remonter à la surface le souvenir. Peggy, vous êtes interprète animalière, formatrice en communication animale et auteure de plusieurs ouvrages dont Conscience animale et Ces animaux qui n'en sont pas chez Mama Édition. Dans cet entretien, vous allez nous raconter ce qui vous a amené à communiquer avec les animaux, en quoi cette communication aide humains et animaux, les messages principaux qu'ils nous transmettent et comment soi-même communiquer avec les animaux si c'est possible. Alors pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous a amené à communiquer avec les animaux. Donc quel enfant étiez-vous? Quelle a été votre première carrière professionnelle? Et qu'est-ce qui vous a poussé, ou forcé presque, à tout arrêter pour enfin vous lancer dans ce qui vous tenait à cœur, à savoir communiquer avec les animaux et le vivant en général? Eh bien, quel enfant j'étais. C'était un petit peu difficile de comprendre le monde des adultes, enfants, mais j'avais vraiment ce désir d'être comme tous les enfants et de m'insérer dans un groupe et d'avoir des amis, des copains, des copines. Mais c'est vrai que assez jeune, en fait, j'avais une perception assez élargie du monde subtil. Je voyais, j'entendais les âmes, en fait, donc les morts, en fait. Et par chance, ma mère étant médium, a su aussi m'expliquer ce qui se passait, comment est-ce que je pouvais plus ou moins faire pour gérer ça au quotidien. Mais très vite, moi, j'ai eu le désir, en tant que petite fille, de me débarrasser de ça, en fait. C'était pas confortable. Et je sentais qu'il y avait un décalage avec les autres enfants aussi. Mais il y avait une grande sensibilité de l'environnement, même une perception assez dérangeante des énergies, même des personnes. Et donc, je pouvais assez vite être heurtée et parfois, il y avait des troubles un peu autistiques ou même c'était difficile. Je n'aimais pas qu'on me touche, par exemple, qu'on s'approche trop de moi. Et je trouvais refuge dans la nature et surtout auprès de mes animaux, notamment les chats à l'époque. Même si j'avais une fascination pour les chevaux, mais je n'étais pas issue d'une famille où on rentrait dans le monde des équins comme ça. Et donc voilà, enfant, j'avais cette sensibilité, mais j'ai fermé les portes et puis j'ai essayé de rentrer dans un moule sociétal et puis environnemental, etc. Jusqu'à ce que, alors je passe très vite, mais en fait à 40 ans, j'ai eu un AVC. Et cet AVC, ça a été un petit peu l'alarme. Et on m'a dit, là, maintenant, tu réagis. C'est-à-dire qu'on m'avait vraiment montré, avec différents signes, et notamment la maladie avant, que je n'étais plus alignée et que ce n'était pas... j'avais fait mon expérience avec un père bipolaire, j'avais fait mon expérience avec un compagnon bipolaire aussi. J'avais fait donc cette expérience du stress traumatique quotidien pendant des années. J'avais fait donc tout un tas d'expériences qui m'ont amené aussi à me pencher sur cette question de la communication. Déjà, comment essayer de communiquer avec des gens difficiles d'accès comme ça, comme ces êtres aussi un peu avec des pathologies psy. Et donc je pensais à mon père, mon compagnon, etc. Ça m'a amené à la communication non violente
Et cette communication non violente m'a amenée à prendre conscience de mes besoins et de me dire « Ah, mais en fait, mes besoins ne sont pas nourris ». Et j'ai commencé à m'ouvrir encore plus largement au monde et aux humains en instaurant cette communication non violente avec les personnes et avec moi-même. Donc là, j'ai été enseignante d'art plastique et j'avais fait avant les arts décoratifs à Strasbourg. Donc j'étais dans le milieu de l'art, j'avais ma pratique artistique en tant qu'artiste plasticienne et j'avais un boulot donc d'enseignante. Mais donc à ce moment-là, j'étais avec cette fameuse personne bipolaire et donc au quotidien, voilà, avec ce stress récurrent. Et puis, paf, un jour, l'AVC. Parce que je n'avais pas entendu toutes ces petites alertes en fait de mon corps physique qui essayait de me parler et de me dire là ça va plus, là ça va plus, là ça va plus. Et donc cet AVC, j'ai perdu le langage. C'était un AVC ischémique pariétal gauche, donc pas de trouble physique à proprement parler, mais perte du langage. Grande fatigue, beaucoup de neurones en fait. J'ai perdu beaucoup de neurones, donc j'avais des séquelles neurologiques pendant plusieurs mois. Je n'ai pas pu reprendre le travail et j'ai eu un emploi du temps qui se limitait à dormir essentiellement et à récupérer. Et là, je me suis rapprochée des animaux pour essayer de reprendre en fait vie. Mes chats notamment, et puis le cheval, enfin mes animaux m'ont vraiment beaucoup soutenue. Et comme mon cerveau gauche avait été vraiment atrophié, c'est le cerveau droit qui était déjà bien entraîné, je dirais, puisque du fait d'avoir été artiste, et c'est vrai que sans m'en apercevoir, je canalisais en fait ce que je peignais. J'avais vraiment des messages qui m'arrivaient d'en haut et que je posais en fait en images. Et bien là, ce cerveau droit s'est vraiment développé encore plus à ces perceptions extrasensorielles et c'est là que j'ai commencé finalement à entendre les animaux d'une autre façon, à appréhender cette relation avec le monde animal et le monde végétal autrement. Parce que mon cerveau droit palliait le cerveau gauche en fait. Et j'ai dû m'arrêter d'être enseignante pour récupérer, puis j'ai demandé un congé formation où, comme j'avais déjà une pratique équestre depuis quelques années et des facilités avec les chevaux qui présentaient des troubles du comportement, j'imaginais me reconvertir pour soigner, enfin en tout cas plutôt pour accompagner ces chevaux dits difficiles. Et cette année-là, je suis tombée de cheval de multiples fois alors que ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est les chevaux eux-mêmes qui m'ont dit non, ton rôle n'est pas sur notre dos, mais ton rôle est à nos côtés, tu dois nous écouter et tu dois nous soigner. Alors quand vous dites, parce que là du coup vous avancez un peu, quand vous dites les chevaux me disent ça, ouais. Du coup on va peut-être aller à la question suivante, vous allez pouvoir développer. Donc justement, comment se fait cette communication avec les animaux? Et aussi, j'ai envie de vous demander comment vous savez que c'est bien une communication avec l'animal et pas une production de votre inconscient ou de l'imagination. Quelles sont les preuves, entre guillemets, que vous avez pu avoir progressivement qui montraient que c'était bien une communication avec les animaux? Comment ça s'est fait, en fait, progressivement, cette communication? Alors, je vais continuer mon histoire parce qu'on en était là. Et donc là, j'ai fait la connaissance de Réa, une jument extraordinaire dans un élevage. Et quand je suis allée la voir, c'était initialement pour m'occuper d'elle, parce que c'était une jument difficile, invendable, donc j'avais eu carte blanche. Et quand je me suis approchée de cette jument, elle m'a dit « ce n'est pas toi qui va t'occuper de moi, c'est moi ». C'est le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites ça, c'est-à-dire vous entendez ça dans votre tête? Alors j'entends ça dans ma tête et c'est surtout que j'ai une manifestation physique où je me sens comme dénudée. Je sens qu'elle a accès à tout mon champ informationnel, qu'elle me scanne, qu'elle sait tout de moi. Et là, je me sens donc très démunie, très vulnérable. Et à cette époque-là, comme je n'étais pas sûre de moi et de ce que j'entendais, là, j'ai fait appel à une communicante professionnelle, puisque c'était il y a un certain nombre d'années, et moi, je débutais finalement, et j'ai pris
J'ai fait même des stages de communication animale hein, pour être sûre que ce que je percevais, ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je vais très rapidement faire un bond dans le futur, mais donc cette jument, très vite, j'ai eu un accident avec elle, elle est décédée, c'est aujourd'hui un de mes guides, mais elle m'a mis sur mon chemin Andalous. Et Andalous, c'est un cheval de lumière, un cheval guérisseur, avec lequel j'ai pu devenir équithérapeute, et c'est là que j'ai eu les validations de ce que je percevais. C'est-à-dire pendant les consultations, il me donnait des indications sur le passé de la personne. Que vous pouviez vérifier? Que je pouvais vérifier. Parce que moi, je ne connaissais pas. Hein, les gens viennent me voir pour une problématique en particulier. Je ne connais rien de leur vie. Souvent, on doit agir vite. Et à ce moment-là, le cheval me donne des indications, comme par exemple que cette personne a subi des attouchements dans l'enfance, et il fait revenir à la mémoire. En fait, il y a des personnes qui viennent me voir et qui ont été c'est pas dans le déni, mais en dissociation pendant longtemps, elles ont des difficultés, par exemple avec le toucher ou dans leur relation avec le masculin, elles ne savent pas pourquoi, et là le cheval fait remonter à la surface le souvenir. Et donc ensemble, par exemple, on arrive à amener la personne, comme une hypnose régressive, à retrouver le moment, cet espace-là où il s'est passé en fait la violence ou les attouchements, etc. Et il m'amène même à permettre à la personne d'identifier le sujet. Donc moi, tout ça, je peux pas le savoir en fait, hein, et c'est lui qui me propose ça avec des questions très pertinentes que j'ai à poser à la personne, ou alors carrément il me dit et il pose des mots. Hein, donc moi je vais petit à petit accompagner le sujet et petit voilà. Donc très concrètement, une fois avec mon cheval, il y a une personne qui avait fait des stages de communication animale. Elle n'arrivait pas à percevoir les informations et c'est rare. Il y avait quelque chose qui créait des résistances, des blocages. Donc, elle avait décidé de faire une séance d'équithérapie avec Andalous, mon cheval. Et à ce moment-là, elle est venue donc sur le dos du cheval, comme il se doit, quand lui, il agit en soins énergétiques, il me dit « pose cette personne sur mon dos ». Et puis, je suis amenée à marcher avec lui, et là, il agit sur la personne. Et à ce moment-là, il a refusé d'avancer. La femme était sur le dos d'Andalous, et puis il s'est balancé comme ça de gauche à droite. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, chut, je berce le bébé. Et donc, moi j'étais un peu impatiente, je me dis, mais ça dure longtemps quand même. Et en faisant ça, il me raconte ce qui s'est passé pour cette personne qui est sur son dos. Il me dit, le jour de sa naissance, le bébé n'a pas été pris dans les bras de la maman, et il n'y a pas eu ce portage. Et c'est un bébé qui manque de confiance. C'est une personne qui aujourd'hui manque de confiance en elle, parce qu'en fait le bébé n'était pas, en tout cas il a été réceptionné dans de mauvaises conditions et il y avait un rejet de la mère. Et finalement ce bercement, c'était comme pour réparer cet instant. Et quand et la personne, en fait, ça ne la dérangeait pas d'être bercée. Elle avait les yeux fermés, je voyais ses larmes en fait couler, et il y avait un espace de guérison qui se manifestait là, dont moi j'étais totalement observatrice. Et quand on a terminé la séance, donc j'ai dit à cette personne toutes les visions que mon cheval m'avait envoyées. Alors elle me dit, mais moi je ne sais rien de ma naissance. Je lui dis, mais là, est-ce que tu pourrais pas interroger ta mère et savoir un peu ce qui s'est passé à la naissance? Ce qu'elle a fait. Et en fait, sa mère, au départ, a refusé de parler de sa naissance. Donc, à force d'insister, sa mère a avoué en fait que ce n'était pas un enfant désiré et qu'il y avait eu vraiment, que l'accouchement s'était mal passé, qu'il y avait eu une attitude de rejet et qu'elle se sentait pas capable, la mère, d'être mère.
Et tout s'était cristallisé en fait à ce moment-là. Voilà. Bon, des exemples comme ça, il y en a plein. Mais voilà, l'animal a vraiment accès à notre champ informationnel. Alors, je vais expliquer un peu comment fonctionne peut-être la communication animale. Mais en tout cas, ça m'a permis de trouver ma légitimité et de comprendre que finalement, toutes ces informations qu'il m'envoyait étaient justes. Mais je vous pose une question. Ces informations que vous recevez donc via l'animal, vous ne pouvez pas les recevoir directement de la personne? C'est une question que je me suis posée, puisque j'ai cette double casquette qui est celle de la médiumnité. Mais en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et comme ça, on va pouvoir faire la part des choses. Mais oui, j'aurais pu penser que c'était moi, mais en fait non. Je vous expliquerai pourquoi. Dans cette communication avec le vivant et avec l'animal, il y a déjà une posture qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'on va revenir en son cœur et pas au niveau du mental. On va chercher à se mettre dans un état de conscience modifié, qui est un petit peu un mode de relaxation, un peu comme on prend son bain, comme on médite. On va utiliser la respiration pour revenir en son centre et s'apaiser. Avec vraiment l'idée de conscientiser aussi ce lien que nous avons avec la Terre, aller vraiment parfaire notre ancrage, revenir vraiment dans notre corps physique, avant d'aller se mettre en lien avec quelque chose de plus vaste et de plus haut. En fait, on va chercher un alignement entre la Terre et le ciel, et un alignement finalement entre notre être incarné et notre âme. Donc il y a cet alignement qui se fait dans la verticalité, mais aussi dans l'horizontalité. Et on va centrer toute notre attention au niveau du cœur. Ensuite, dans cet espace-là, on va pouvoir imaginer, si on est visuel, ou peut-être sentir, si on est plutôt dans le ressenti, qu'il y a un espace beaucoup plus vaste où on va contacter finalement toutes les parties de nous qui savent et qui vont pouvoir inviter l'animal, si c'est un animal, à venir se déposer dans cet espace sacré au cœur de nous pour instaurer en fait une conversation, un échange. Souvent, pour les gens, il y a une perception erronée de ce qu'est la communication et on croit toujours que c'est des verbes, des mots, des phrases. Mais en fait non, c'est un échange d'informations. Et cette information, selon les personnes, elle est perçue différemment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être kinesthésique, ne rien voir, ne rien entendre, mais ressentir tout un tas de choses dans le corps que vous ne ressentez pas avant la communication et que vous ressentez pendant et qui disparaît après cet échange-là. Donc là, il y a tout lieu de penser que ça appartient à l'animal. Si tout d'un coup, vous vous raclez la gorge, vous vous étranglez, il y a quelque chose qui vous gêne et vous toussez, on va demander finalement au gardien de l'animal s'il se passe quelque chose au niveau de sa gorge, et là vous aurez une validation. Si on n'est pas dans le ressenti, dans tout le kinesthésique, on va peut-être le voir, ou peut-être l'animal on va entendre « j'ai mal à la gorge », où il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors il y a quelque chose qui peut ne pas passer au point de vue énergétique, et il y a quelque chose qui peut ne pas passer au point de vue physique. D'accord ? Donc, moi, c'est ce que j'appelle les petites portes, c'est-à-dire la façon dont on reçoit nos canaux. Est-ce qu'on est clairaudient, on entend ? Est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on est clairsentient ? Est-ce qu'on est clairvisuel, etc. On peut aussi avoir des flashs. On peut avoir des émotions très fortes qui sont là chez l'animal. Ça, ce sont donc les canaux. Mais il y a aussi une façon de se mettre en lien à différents niveaux. C'est-à-dire que je peux être une personne très intuitive et tout de suite les informations vont arriver spontanément. Et là, il y a une part de moi qui sait. Et c'est pas que l'animal qui me communique. Toutefois, quand on est un être intuitif, on a quand même des prédispositions ou des facilités à recevoir les messages de l'animal,
de cœur à cœur, on va dire. D'autres sont peut-être plus télépathes. Et là, on est dans une communication plus spontanée, d'esprit à esprit, avec, je remarque, des informations beaucoup plus factuelles et concrètes. À titre d'exemple, je suis en train de faire mon crottin, puisque j'ai des chevaux à la maison. Pendant que je fais mon crottin, si je pense à mon cheval qui passe devant mes yeux et que je lui dis « ça va ?» et bien là, il va me donner une information très concrète en me disant « oui, ça va, mais tu n'as toujours pas mis le foin. » Mais ça se manifeste comment du coup Alors, pour moi, je l'entends. Mais je peux aussi avoir l'image de la gamelle vide. Ok. Voilà. Où là, c'est beaucoup plus clair. Il peut me montrer voilà, toutes les mangeoires qui sont vides. Je pourrais sentir la sensation de faim, en fait. Alors, c'est vrai que j'ai de la chance parce que... Enfin, j'ai de la chance. Ça se travaille. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je n'étais que clairaudiente. J'entendais. Mais je n'arrivais pas à recevoir d'informations dans le corps. Ça, c'est relatif à mon passé. Il y a eu de la maltraitance dans mon passé. Donc, j'ai mis en place un système de défense où, finalement, quand j'étais enfant, pour ne pas être impactée par les coups de mon père, par exemple, je m'étais endurcie. Mais tellement endurcie que ça ne rentrait ni dans un sens ni dans l'autre. Donc j'ai dû vraiment travailler sur le trauma et pour découvrir cette porosité, cette perméabilité et laisser rentrer les sensations dans mon corps, voilà, dans un sens comme dans l'autre. Donc de la clairaudience, je suis passée en plus à la réception des informations au niveau kinesthésique. Et puis, à force de travailler, de développer, j'ai aussi ces informations visuelles. Donc là, tout se complète. Donc là, c'est pas difficile de valider. Si par exemple l'animal me dit « tu sais que tu as oublié l'eau » et que je vais voir et qu'effectivement, il n'y a plus d'eau, c'est concret. Et donc, ces informations télépathiques, souvent, elles sont très factuelles et très concrètes. Ces informations, par contre, plus intuitives, elles vont nous amener à d'autres types d'informations peut-être un peu plus vastes, où on va toucher quelque chose de beaucoup plus subtil. Par exemple, de ce qui se joue dans la relation avec l'animal et l'humain. Pourquoi finalement cet animal rentre dans la vie de l'humain? Qu'est-ce qui est en résonance entre l'animal et l'humain? L'animal a son histoire, l'humain a son histoire, et à un moment donné, la vie et la magie de la vie fait que deux histoires viennent en résonance. Et souvent, il y a aussi un chemin de guérison qui s'établit parce qu'il y a une blessure, je dis par exemple une blessure d'abandon, chez l'animal et chez l'humain, hop, et dans la relation, eh bien, cette blessure d'abandon, elle va transmuter. Ensuite, donc il y a l'intuition, la télépathie, mais il y a aussi la médiumnité, qui pour moi, en effet, n'est pas de la communication animale. Et je pourrais donner des exemples très précis, ou je peux même en donner un là. Cette médiumnité, c'est un petit peu une double casquette. Je ne rentre pas en lien avec l'animal directement, mais plutôt avec ses guides et son environnement subtil. Qui va me permettre là d'avoir des informations peut-être encore plus précises ou des informations qui vont m'expliquer pourquoi, par exemple, il y a une maladie chronique qui revient tout le temps. Parce que si cette maladie, elle vient du transgénérationnel ou d'une vie parallèle, ou d'une vie antérieure, c'est ma médiumnité qui va me permettre d'aller chercher l'information dans cet espace-là. Donc dans l'idéal, être télépathe, intuitif et médium, on a un panel large. Et vous avez déjà essayé avec les gens qui viennent vous voir pour faire de la communication animale à destination thérapeutique de vous brancher entre guillemets uniquement sur eux pour voir si vous arriviez à avoir des résultats similaires à quand vous passez par l'animal? Alors, oui, j'ai eu. À un moment donné, les animaux m'ont amené à intervenir sur l'humain. Hein. Mais j'arrive bien à faire la part des choses, si vous voulez, entre moi, de ce que je capte de l'humain et de ce que l'animal capte de son humain. Et il y a des petites variantes, en fait. Et pour moi, c'est aussi beaucoup plus simple de passer par l'animal.
C'est comme si ça me demandait moins d'efforts, c'est comme si c'était plus nourrissant, moins fatigant aussi. Mais il est clair qu'effectivement, cette communication, d'ailleurs j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent se former, parce que j'appelle ça une communication avec le vivant, plus qu'une communication animale, mais le principe est le même. Et il y a des gens qui sont donc dans le médical et qui vont, par le biais de cet apprentissage, pouvoir parler avec les bébés comme on parlerait avec un animal. Ou les enfants autistes. Et parfois, je peux être amenée à me brancher sur une personne de 15 ans, 20 ans, etc., autiste, qui ne parle pas. Les parents ont des questions, et donc cette personne, avec cette étiquette d'autiste, va pouvoir vraiment étayer et me dire, ben voilà, pourquoi je suis dans leur vie. Oui, effectivement, en ce moment, ils veulent me placer, me mettre dans une institution, je ne demande que ça, et j'aurai des réponses très claires. Donc là, je me mets directement en lien en fait avec l'enfant en question. Mais on touche avec l'animal à d'autres subtilités en fait. Et je dirais que moi personnellement, je me sens plus légitime et plus performante si je passe par l'animal que moi directement. C'est comme si, en me mettant en lien directement, c'est comme si j'avais plus de doutes. Et voilà. L'animal m'apporte aussi des éléments qu'on peut valider, je trouve, plus que... Oui. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez vous donner, en plus de ce que vous nous avez déjà donné, quelques exemples de communication avec les animaux qui vous ont vraiment marqué? Oui. Et là, j'ai envie de vous parler en fait de 3 singes de laboratoire, aussi pour illustrer le fait qu'on peut donc se mettre en lien sur 2 niveaux, c'est-à-dire l'être incarné. Qu'est-ce que vit l'animal en tant qu'individu, dans son ego, sa personnalité, mais finalement, est-ce que c'est un choix de sa part? Est-ce que c'est un choix d'âme? Et aller se placer aussi sur un autre niveau pour essayer de comprendre en fait pourquoi un animal peut choisir de vivre la maltraitance. Est-ce qu'il le choisit vraiment ou pas? Et à travers ces exemples, on verra qu'il peut y avoir aussi il y a des nuances en termes de conscience. Voilà. Et qu'on pourra faire le parallèle aussi avec l'humain. Alors je vous situe le contexte. Je prenais l'avion et je suis tombée à côté de moi sur un vétérinaire qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Et plus particulièrement avec des macaques, où en fait on se sert donc des singes pour faire des essais de produits, etc. Et en fait, il se posait vraiment la question du bien-être animal et on a sympathisé, 20 heures d'avion, ça aide. Et vous alliez où, 20 heures d'avion? En Polynésie. D'accord. Et donc là, à l'issue de cette conversation, il m'a envoyé donc des images de singes. Et j'en ai donc interrogé 3, enfin plusieurs, mais là, dans Conscience animale, je parle de 3 singes. Et c'était fabuleux parce qu'en fait, j'avais 3 versions complètement différentes de ce qu'ils vivaient. Ils vivaient tous la même chose. Alors le singe numéro 1, je vais faire court, se plaignait un petit peu du fait que les scientifiques ne prenaient pas en compte comment est-ce qu'il a... L'homme de science ne tient pas compte de nos gènes, en ce sens où nous sommes quand même reliés à la forêt, même si on ne l'a jamais connue. J'explique, ces singes étaient nés en captivité. Mais pour autant, c'est comme si ils avaient en mémoire cette forêt. Même au niveau des odeurs, même au niveau des goûts. Donc les fruits qu'on leur proposait, ou même les odeurs de laboratoire, les dérangeaient. Et que, ils disaient, on ne tient pas compte de ces paramètres-là, mais il y a ça quand même. Et là, ce singe, donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on peut choisir d'arriver singe dans un laboratoire et au lieu de vivre en forêt. Et je m'étais placée sur les 2 niveaux, l'individu et l'âme. Alors le singe numéro 1 me dit « J'ai observé l'humain autant qu'il m'a observé ». Il me décrit en fait son environnement, les vétérinaires,
les laborantins, enfin tous les gens qui travaillent en me montrant aussi qu'il y a des femmes qui ont une grande sensibilité, qu'ils perçoivent comme beaucoup plus intuitive, et les êtres qui commencent à se connecter de façon plus intuitive ne restent pas au sein des laboratoires et craquent en fait avant les autres. Et que donc il en était profondément désolé. Alors il me dit, je comprends qu'en termes, sur le plan incarné, voilà, je comprends qu'en termes d'environnement, les primates éprouvent un manque, ils se sentent coupés de ce qui les relie au monde réel. Et en l'occurrence, il m'explique que la famille a un rôle important et n'existe pas au sein des laboratoires. C'est-à-dire que la hiérarchie, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, ils ont tous le même âge. Et donc finalement, ils vont se servir de cette relation avec l'humain pour recréer quelque part une communauté, une espèce de famille. Mais ça les dérange en fait, qu'il n'y ait pas ça. Alors, il semble avoir conscience que sa vie dans cette incarnation-là sera courte, mais il n'a pas l'air d'en être gêné, bien au contraire. Comme si cette mort prématurée venait les libérer, il vit le moment présent. Il me dit, donc je lui demande, mais pourquoi as-tu choisi cette vie? Il me répond, nous sommes des êtres sacrifiés, des sacrifiés volontaires. Nous nous prêtons au jeu de la science avec consilience. Nous sommes entre deux mondes, entre deux dimensions, comme des agents secrets. L'humain a besoin de savoir, de connaître, de contrôler et d'expérimenter. Nous faisons partie de cette expérience, au même titre que les autres acteurs et figurants, vétérinaires, laborantins, etc. C'est un rôle que la plupart d'entre nous acceptent de jouer. Car nous aussi, en retour, nous apprenons. C'est-à-dire que vraiment, ils font aussi une expérience d'incarnation. Le problème, c'est que nous ne choisissons pas le sujet de l'expérience et certains ont moins de chance que moi. Nous sommes là également pour témoigner de ce que nous voyons et de l'inconséquence de certains actes à l'âme groupe, mais aussi aux êtres de lumière qui œuvrent pour une humanité plus respectueuse du vivant. Nous sommes amusés et parfois horrifiés de l'ignorance du monde d'en bas. Il me montre l'image d'un ascenseur très lumineux avec le monde dans lequel il se situe, la troisième dimension, ce monde de matière, de densité, où il fait cette expérience d'incarnation, et puis ça monte, et puis il y a l'âme groupe, et puis ça monte encore, et puis il y a ces êtres de lumière. Et là, en fait, plus on monte, plus il me fait sentir la notion d'unité aussi. Voilà, je vais faire court. Donc lui a une conscience, comme s'il avait vraiment une conscience de tout, de ce pourquoi il est, en m'expliquant qu'il fait ce pont finalement entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et c'est ok pour lui. Néanmoins, il m'expliquait avant que il reçoit des produits, il se fait pas scalper la tête, hein. Donc ça reste aussi vivable, on va dire, physiquement. Singe numéro 2. Le singe numéro 2 vit avec le singe numéro 1, mais son énergie est très différente et je ressens de la colère et un manque d'acceptation de la situation. Et j'entends. L'homme de science répond à une demande sans sortir du cadre qu'on lui impose. Ici, nous servons de support physique et médiatique pour rassurer votre communauté, mais tout est validé et décidé d'avance. C'est-à-dire que celui-là, il a une conscience exacerbée de ce qui se joue sur un plan général, comme si finalement les chercheurs étaient eux aussi des pantins et des marionnettes, et qu'on faisait croire qu'on faisait en fait des recherches, mais que tout était déjà décidé à l'avance, au fond, par les lobbying. Nous ne sommes pas ici pour servir l'humanité de la manière dont vous l'imaginez. Les chercheurs, malgré leur désir de contribuer à un monde meilleur, sont des pantins au milieu d'autres pantins, dont nous faisons nous-mêmes partie. Tous au service d'une hiérarchie.
Mon agressivité est perceptible dans le but d'alerter les moins ignorants. Je ne suis pas sensible à la compassion, je n'ai pas choisi cette vie-là. Mon rôle à moi est de transmettre le discernement et de réveiller les âmes en les ramenant à la réalité. Les hommes de science ne nous considèrent pas toujours comme des êtres sensibles ou évolués avec un cœur. Ils voient dans ce cœur un simple organe. La souffrance est silencieuse, je m'efforce de la rendre visible à travers ma colère. Si je pouvais parler votre langage, je m'exprimerais autrement. Voilà, il me dit, j'ai rencontré des gens comme toi, mais ils ont fui, ils ne sont pas restés. Le monde change, je m'en réjouis, mais c'est encore trop lent. Et donc, ce vétérinaire qui m'a confié ces 2 singes m'expliquait que ce singe-là, ils avaient beaucoup de difficultés avec lui. Il n'était pas coopératif et il pouvait se montrer très agressif. Et puis maintenant, le singe numéro 3. Là, je perçois une grande lumière, une douceur chaleureuse, accueillante qui m'enveloppe, quelque chose de magnifique, magnifique. Comme si j'étais en lien avec un être de lumière. Et j'ai l'image d'un petit singe en hauteur sur une branche. Je ne perçois que de l'amour au départ. Et là, il me montre l'âme groupe des singes. Alors, je dois spécifier que tous ces singes de laboratoire, à la fin du protocole, ils sont euthanasiés. Donc, ils ne vivent pas très longtemps. En tout cas, c'était le cas dans ce laboratoire. Et donc, ce singe, j'ai dû me mettre en relation avec lui alors qu'il était décédé. Pour moi, ça ne faisait pas de différence. C'est tout à fait possible. Donc, il me montre ce qu'il se passe à son décès. C'est-à-dire, je suis en lien avec lui au moment T, au moment où je l'interroge. Donc, il est là-haut, quoi. Hein. Donc, il descend de son arbre blanc et cotonneux, me prend la main, il sourit, mais il veut me montrer quelque chose. Et là, on rentre dans un espace, dans une toute autre ambiance, et là, ça me glace. Et je commence à pleurer, je suis envahie de chagrin. Il y a beaucoup de dispersion, de confusion. Je sens vibratoirement que je descends. Et je m'étonne de voir cela, et je vois des singes comme en errance, en fait. Comme dans le bas astral, enfin, voilà. Alors qu'au départ, je percevais ce monde comme parfait, comme un paradis. Et en fait, le petit singe commence à m'expliquer que ce sont des âmes très abîmées, que ce sont des singes qui ont servi à faire des expériences où on est intervenu en fait sur leur crâne, on est intervenu sur eux physiquement. Donc il y a eu une atteinte physique, ils ont été amputés, notamment le cerveau. Et il me dit, ces êtres n'ont plus d'unité, ils ont besoin de réparation, de soutien accru, une sorte de service de soins intensifs dans l'au-delà pour les âmes blessées. Et là, je me pose une question. Je me suis dit, mais est-ce que l'âme peut mourir ? Je n'avais pas la réponse. Et je lui pose cette question, mais est-ce que l'âme peut disparaître ? Alors il me répond, il n'y a pas de mort, car tout est unité. Mais il y a dispersion et un retour à l'envoyeur, une énergie de désolation. C'est l'humanité tout entière qui reçoit ces vibrations négatives. Énergétiquement, cela participe au chaos actuel que vous êtes en train de vivre. D'où l'importance de maintenir une énergie d'amour dans vos actes et une conscience plus accrue du vivant dont vous faites partie. J'ai le désir de rester là, à cet endroit, pour servir ma communauté et aider toutes ces âmes à se reconstruire. Voilà. Alors, quand j'ai témoigné de ça au vétérinaire, il me disait, mais nous, en tant qu'humains, en travaillant dans ces laboratoires, quelle doit être notre posture pour contribuer au bien-être de ces animaux ? Et c'est les animaux qui m'ont vraiment appris qu'il ne faut pas se mettre au niveau de la colère, parce que vibratoirement, on n'aide pas. Et c'est vraiment de l'énergie d'amour, de compassion qu'il faut envoyer à ces êtres, mais aussi à tous les humains qui travaillent. C'est comme dans les abattoirs. Les animaux m'ont vraiment fait sentir la détresse humaine
et la maltraitance de l'humain qui est amené à maltraiter l'animal. Parce qu'au départ, en fait, il y a vraiment un non-respect de l'humain. Et la meilleure posture et conduite à tenir, c'est vraiment envoyer de l'amour et nourrir vraiment que des pensées positives, en fait. Voilà. Mais que sans cette conscience accrue de ce qui se joue, de ce qui se passe, eh bien, en fait, c'est vraiment très énergétique et vibratoire. On fait descendre, voilà. Ce qui est intéressant dans ces 3 communications, c'est que, enfin, je ne sais pas si vous pouviez vous connecter à une personne, je ne sais pas, qui dort ou dans le coma, mais il y a une espèce de hauteur de conscience, entre guillemets. Je veux dire, même nous, au niveau humain de base, on n'a pas cette hauteur tous. Est-ce que les animaux que vous connectez ont cette vision un peu plus grande, tous? Comment ça se passe? Alors, le niveau de conscience de l'animal, il est en miroir avec le niveau de conscience de l'humain. Et les animaux ont aussi un cycle et plusieurs vies, plusieurs incarnations. Et donc, selon le nombre d'incarnations en fait sur Terre, comme l'humain, l'animal va pouvoir avoir plus de hauteur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même quand il y a quand même toujours un décalage entre ce que j'entends de l'âme de l'animal ou de l'humain et un décalage entre le discours et la perception du monde de l'être incarné. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée dans un centre de soins spirituels. C'était une personne qui avait une dégénérescence du cervelet. Donc elle n'arrivait plus à communiquer avec sa famille, si ce n'est par le oui en faisant ça ou le non. Donc elle comprenait tout ce qu'on lui disait, mais elle ne pouvait répondre que par oui ou par non. Et puis elle était limitée dans ses mouvements et dans sa parole. Et cette famille-là m'avait demandé d'interroger son âme, de faire une lecture d'âme en fait. Et donc cette famille avait des questions à poser à cette femme. Donc j'avais toute la liste de questions. Et j'avais demandé à cette femme, est-ce que tu es d'accord pour que je m'assoie auprès de toi et que j'interroge ton âme pour qu'elle réponde aux questions de ta famille? Et donc elle avait dit oui. Et c'était très émouvant, c'était vraiment très très profond. Et donc j'ai pu connecter finalement cet être dans tout ce qu'elle a de plus magnifique et lui rendre accessible finalement son essence, sa beauté, c'est-à-dire comme si elle-même n'avait pas conscience de ce qui l'habite. Et elle était à la fois surprise de ce que j'avais pu entendre d'elle, et en même temps, elle m'expliquait avec son oui et son non que c'était ça et que ça résonnait très fort. Et que pour la famille, il y avait ce décalage entre... C'était une personne rebelle en fait, au départ, qui a vraiment... diviser la famille, qui les a fait tous travailler, beaucoup travailler, et par sa dégénérescence du cervelet, sa maladie, elle a amené toute la famille à se réunir et elle créait d'une certaine manière l'unité qui venait finalement réparer cette division qu'elle avait mis au départ en fait, qu'elle avait générée au départ. Et donc il y a ce décalage. Et pour les animaux comme pour les humains, ce qu'on cherche, et je pense que c'est la vie qui nous amène à ça, notre quête, c'est de nous aligner, c'est de retrouver en fait cet alignement avec notre âme. Et pour les animaux, d'une certaine façon, il y a ça aussi. Voilà. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils y sont plus facilement que nous. Ils en ont plus conscience, entre guillemets. Et qu'ils en ont aussi plus conscience. Et que c'est beaucoup plus facile, finalement, d'accéder à cette grande conscience chez l'animal que chez l'humain. Tout simplement parce qu'il y a moins de filtres aussi. Et nous, on se construit avec des émotions qui sont retenues, avec des traumatismes qu'on n'évacue pas, alors que l'animal, dans sa façon d'être et de fonctionner, finalement, transmute plus facilement que nous les traumas, la maladie, etc., les émotions, voilà. Est-ce que c'est parce qu'il a un mental, entre guillemets, moins fort ou... Oui, clairement, oui.
Oui, oui. Nous, on est très handicapés par notre mental, alors que l'animal, peut-être, sa vie est régie par le cœur, finalement, quelque part. Et puis, il y a quelque chose de plus, peut-être aussi plus archaïque, plus... Tout passe par le corps. Ouais. Vous me racontiez tout à l'heure un exemple que vous pouvez raconter là, que je trouvais très intéressant, de la chatte de cette personne. Oui, oui, oui. Oui, j'ai souvent affaire à des animaux qui sont très agressifs. Et ça dérange, c'est très dérangeant un animal agressif. Et des fois, on peut être amené à prendre des dispositions qui sont très dures, comme cette dame qui s'était donc fait lacérer par sa chatte. Et cette chatte était de plus en plus agressive. Jusqu'à voilà, cette lacération qui lui a coûté quand même 15 jours d'arrêt maladie. Et tout son entourage lui a dit, tu peux plus la garder, cette chatte, il faut que tu la fasses euthanasier. Et elle est allée chez le vétérinaire pour l'euthanasier, mais au moment de l'acte, tout d'un coup, elle a eu comme un flash, elle s'est dit non, c'est pas possible. Il doit y avoir une raison. Donc finalement, elle a gardé la chatte, et là, elle m'a contactée, et j'ai interrogé cette chatte qui m'expliquait qu'en fait, cette femme avait des idées noires, qu'elle était au bord du suicide, que ça n'allait pas dans son... Enfin, elle était divorcée, mais dans sa vie familiale, dans son travail, rien n'allait, dans sa relation avec son fils, et qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était au bout du rouleau, et qu'elle commençait à avoir vraiment des idées suicidaires. Et qu'elle avait voulu la réveiller, et que la seule façon de la réveiller, c'était d'y aller très fortement comme ça, quoi. D'impulser finalement une prise de conscience urgente et rapide. Alors c'était très délicat pour moi. D'habitude, j'envoie un audio à la personne. Heureusement, cette personne habitait dans ma commune et je lui ai dit écoutez, j'aurais besoin de vous rencontrer pour vous dire un peu ce que j'ai reçu comme information. Et quand je suis arrivée chez cette dame, la chatte s'est assise à côté de nous, sans bouger. Elle a écouté tout ce que j'avais à dire jusqu'au bout. Donc ce que j'avais à dire, c'était son message. Et donc, j'expliquais à cette dame que cette chatte m'avait raconté sa vie, ou un morceau de sa vie, en me disant que son fils ne la respectait pas, qu'elle n'était plus du tout alignée avec le travail qu'elle faisait, qu'elle avait du mal à poser ses limites, et que maintenant les limites étaient dépassées, qu'elle ne savait pas dire non, et qu'elle se laissait aller, et que à ce rythme-là, donc elle allait sombrer, qu'elle était en train de sombrer. Et alors c'était mignon parce que la chatte donnait des conseils, notamment dans la relation entre elle et le fils. C'est comme si la chatte posait les limites à sa place. Donc le fils n'a pas dû me bénir, mais tout est rentré dans l'ordre. Et voilà, elle a donné des conseils voilà, très, très mignons, très précis, mais des pistes pour retrouver la lumière. Et c'est intéressant parce que lorsque c'est finalement un ami ou un membre de la famille qui vous conseille, qui vous dit des choses, on n'entend pas. Mais quand c'est son animal, là, tout d'un coup, paf, c'est comme si tout ce qui était évident qu'on ne voulait pas voir, qu'on niait, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de l'entendre d'un animal, tout d'un coup, on réagit. Et en fait, ça a sauvé cette femme. Elle a sauvé sa gardienne du suicide. Et elle aurait pu, au risque du sacrifice en fait, puisqu'elle aurait pu en mourir. Voilà. Je le rencontre assez souvent, ça. Et la chatte a arrêté d'être agressive parce que vous Tout de suite. Ça, c'est incroyable. Tout de suite. Parce qu'autant on peut peut-être imaginer des choses psychologiques entre les êtres humains, autant la chatte qui arrête d'être agressive, c'est compliqué de l'empêcher de l'être. Non, à partir du moment où le message est passé et où le message a été entendu, c'est bon. Par contre, si la personne n'avait pris aucune disposition et n'avait pas voulu entendre ça, ça aurait pu être, ça va crescendo en fait. Voilà. Et justement, oui, je voulais vous demander, il y a beaucoup d'exemples dans vos livres de cas d'animaux, entre guillemets, domestiques, des animaux pareil de compagnie, bon, c'est pas un très joli mot, mais... et qui, pareil, ont des messages à nous faire passer, mais quand vous racontez l'histoire de cette chatte agressive qui nous lacère,
moi spontanément, je suis pas en train de me dire, ah mais oui, elle essaie de lui montrer qu'il faut qu'elle mette ses limites. Enfin, qu'est-ce que vous avez vu comme exemple, d'autres exemples comme ça d'animaux domestiques qui essaient de donner des messages à leur maître, mais c'est pas facile à trouver. Si on ne connaît pas quelqu'un comme vous, comment on fait pour décrypter? Je dirais aux personnes d'observer le comportement de l'animal et en quoi ce comportement peut-il s'inscrire en miroir avec nous. Idem pour la maladie. Le nombre de personnes qui cherchent à guérir leur animal, je ne sais pas moi, d'un diabète ou de l'embonpoint, ça peut être intéressant de se retourner la question et de se dire où j'en suis moi en termes d'alimentation. J'ai vu des animaux anorexiques et comme par hasard, les gardiens étaient anorexiques. J'ai vu des animaux dépressifs, comme par hasard, le gardien était dépressif. Mais là, en l'occurrence, pour la chatte agressive, la femme ne l'était pas du tout. Non, là femme... c'était plutôt l'inverse. Là, c'était l'inverse, oui. Je peux vous citer un tout autre... Alors, là, je voudrais parler de la peur. De la peur du gardien qui peut être en résonance avec la peur de l'animal. Et ça, c'est le témoignage, c'est une personne qui s'adresse à moi et qui se retrouve avec la chienne. Enfin, elle se sépare de son compagnon. A priori, elle n'avait pas d'affinité particulière avec les chiens, mais il s'avère que, elle garde la chienne et son compagnon ne la garde pas. Et cette chienne a très peur de rester seule et d'être séparée de sa gardienne. Et quand j'interroge en fait sur cette peur, la chienne, elle montre l'image d'une petite fille dans la forêt qui arrive sur Terre et qui n'a pas de parents et qui est élevée par des loups, par une famille de loups. Et la petite fille, elle n'a pas peur là, elle est très sereine au milieu de ces loups. Et elle me montre quelque chose de particulier de cet enfant, comme si elle arrivait avec un champ de savoir considérable. Et qu'elle était très reliée aux esprits, aux animaux, à la nature. Et comme si vraiment cet enfant venait d'un autre monde. Et donc le chien loup l'accompagne depuis toujours, et voilà. Et puis, je pense, elle me montrait ça, pour faire le lien avec la situation actuelle entre elle et sa gardienne. Comme si en fait cette chienne se substituait à ce chien loup qui avait pris soin de cette petite fille. Et elle m'explique que c'est donc son rôle aujourd'hui encore de protéger cet enfant. Et c'est ce qui génère son anxiété finalement. Quand cet enfant s'éloigne, donc quand sa gardienne s'éloigne, elle ne peut pas veiller à sa propre protection. Et elle me dit ceci. La présence des animaux reste nécessaire pour Laurence. Ma gardienne est un être particulier, un être stellaire, avec de la ressource et une grande puissance, mais en même temps, cet être rayonnant a besoin d'aide et de soutien. Elle me dit, Laurence est une volontaire. Elle expérimente la vie et cherche à comprendre ce qui génère la violence. Son cœur est grand et sa faculté d'adaptation aussi. Son incarnation est douloureuse et pleine d'obstacles. Elle a mis la barre haut en choisissant des situations difficiles qui l'ont touchée dans sa chair. Mais elle voulait savoir comment les humains peuvent se remettre des traumatismes, dans le but de les aider pour plus tard les aider à dépasser ces chocs qui impactent. Elle me dit même, un jour ma gardienne écrira un livre pour partager ça au plus grand nombre de personnes. Mikado expérimente elle aussi la notion de traumatisme répété en ayant changé plusieurs fois de gardien et de lieu. C'est ce qu'elles ont en commun et chacun a cette histoire qui résonne. Et elle me dit au sujet de son ex-gardien qu'elle avait conscience qu'il ne serait qu'un passage et que c'était un moyen, en fait, finalement, cet ex-gardien, c'est comme si, grâce à lui, la chienne était rentrée dans la vie de cette femme. Il doit poursuivre son chemin. C'est avec Laurence que je dois être, car l'une soutient l'autre. Tant qu'il existera des peurs chez elle, alors moi aussi j'en aurai. Elle me fait ressentir sa gardienne comme un être puissant,
mais un être humain vulnérable. Et elle me dit, elle est en permanence entre deux mondes. Si elle n'accepte pas ses choix et sa place dans le monde des humains, c'est compliqué pour moi d'être sereine. Qu'elle incarne sa pleine puissance et qu'elle sente combien elle est entourée. Toutes ces présences lumineuses qui l'accompagnent sont là pour répondre à ses doutes et ses besoins. Qu'elle pense donc à se relier à elle. On est là pour ça. Laurence est à sa place et doit maintenant reconnaître sa force, la déployer sans crainte d'être jugée. Elle ne doit pas avoir peur de recadrer, de poser des limites avec certaines personnes dans le cadre de son travail. Et en fait, elle est psychologue. Agir en souveraine ne signifie pas que l'on manque de cœur. Pour que Mikado se sente mieux et qu'elle soit moins craintive, il est impératif pour Laurence qu'elle se reconnecte à sa puissance originelle et la chienne l'amène à ça. Lui dit, et maintenant, il est temps de reprendre les rênes de ton existence sans craindre de bousculer et de dire au monde ce qui ne te convient pas, sans craindre de dire la vérité. Alors, elle m'explique qu'elle fait partie, Laurence, de cette équipe au sol qui doit accompagner d'autres personnes comme elle, en montrant l'exemple et en leur montrant qu'il est possible de marcher la tête haute et de se relever de l'humiliation. Alors, elle me renvoie en fait l'image d'agression sexuelle multiple que cette femme a dû transmuter pour faire le travail qu'elle fait aujourd'hui et accompagner toutes ces personnes et ces femmes qui ont elles aussi été violentées. Et effectivement, voilà, Laurence me dit, oui, je travaille dans le soin, je suis psychologue et j'ai une orientation très énergétique dans ma pratique. Ça me fait sourire que Mikado me voit en tant qu'autrice, parce que ça fait un bon moment qu'on me chuchote d'écrire, mais que je ne m'y suis pas encore attelée. Et en fait, ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle perçoit des perceptions fines quand ses patients viennent et qu'elle n'ose pas tenir compte des informations qu'elle reçoit des mondes subtils, alors que ce serait très précieux en fait de les communiquer aux gens qui viennent la voir. Et donc Mikado cherche vraiment à révéler sa gardienne et à lui dire maintenant assume qui tu es. Alors bien sûr cette psychologue a fait un travail concernant ses traumatismes et ça c'est bon. Mais elle avait encore une certaine peur du jugement, peur de l'humain aussi, de ce qu'on pourrait dire d'elle, de sa pratique. Et donc, la chienne l'invitait à ne plus avoir peur et de vraiment trouver et asseoir sa légitimité. Voilà. Et vous savez comment ça a évolué après que vous les ayez rencontrés? Elle a pris plus d'assurance et ça a validé des choses qu'elle savait. C'est venu vraiment la renforcer dans ce qu'elle ressentait en profondeur, en fait. Donc là, l'animal, en fait, vient accompagner l'humain et l'aider à se révéler, à se déployer. C'est vraiment assume le maître qui est en toi. Et ça, je le retrouve beaucoup. Pour moi, je suis persuadée que les animaux sont là pour nous accompagner sur cette voie de l'unité et pour nous ramener aussi au plus proche de notre essence. Oui. Alors, je crois que vous collaborez aussi avec des éleveurs. Oui. Pour quelles raisons, généralement, alors j'imagine qu'il y en a plein, mais ils vous contactent. Et pareil, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ce que vous pouvez leur apporter? Alors, il y a des choses c'est vraiment divers et varié pour les éleveurs. Dans Conscience Animale, je parle d'une terrible chèvre qui sème la pagaille dans le troupeau et qui amène le troupeau à refuser de se ranger pour qu'on prenne le lait, etc. Et quand l'éleveuse me contacte, donc elle me parle de ce troupeau qui devient ingérable, et la chèvre m'explique que cette dame-là travaille avec son fils, mais qu'il y a eu des conflits au sein de la famille et donc dans la gestion du troupeau, et que le fils les a quittés, donc il reste la belle-fille, et que les deux, la mère et l'éleveuse et la belle-fille, ne voient pas le troupeau de la même manière, et donc elle dit, il faudrait quand même s'entendre.
Et il faudrait qu'il y ait une ligne de conduite globale parce que nous, là-dedans, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et donc, elle propose à l'éleveuse de scinder en deux le troupeau. L'éleveuse s'occupe de son troupeau de chèvres, la jeune femme de son troupeau, chacun sa politique, voilà. Et puis, on voit ce qui se passe. Et puis, elle invitait aussi l'éleveuse à poser un cadre plus strict, à poser ses limites, et si elle voulait qu'il y ait qu'un seul type de fonctionnement, qu'elle l'énonce clairement. Et donc finalement, tout a été mis sur la table, et du jour au lendemain, hop, tout le troupeau s'est rangé, et elle a pu travailler comme avant, voilà. Parce qu'une discussion, une communication a été établie entre elle, sa belle-fille, la gestion du troupeau, etc. Et elle c'est des fois très pratique. Alors ça, c'est très pratique. Comme résultat. Ouais. Et d'ailleurs, avec les éleveurs, on attend à ce que ce soit très pratique. Ouais. Ça peut être aussi sur... un troupeau peut savoir qu'est-ce qui génère une maladie et comment intervenir. Peuvent aussi donner des indications sur des plantes qui pourraient leur être bénéfiques, par exemple, auxquelles on ne pense pas. Il peut souvent, ce qui revient aussi chez les éleveurs, c'est des problèmes en géobio. Donc, si très récemment, un éleveur en Bretagne avec différentes parcelles et différents troupeaux de vaches, il y a des vaches qui sont tombées malades et d'autres non. Il ne comprenait pas en fait pourquoi il y avait une partie du troupeau qui était malade, l'autre non, etc. Et en fait, il y avait un désordre au niveau géobio qu'il fallait rétablir. Donc là, voilà, c'est... Soit je les redirige vers un géobiologue. Là, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'est que les vaches parlaient de leur gardien, de leur éleveur, comme un ancien druide, et qu'il fallait qu'il se reconnecte à son potentiel de druide, et qu'il avait des choses à faire sur le terrain, et notamment à disposer certains cailloux à tel endroit, etc., pour rétablir en fait l'énergie globale des parcelles. Et je ne savais pas trop comment il allait percevoir ce genre d'informations, parce que c'était pas très cartésien tout ça. Enfin, la communication animale, déjà, on a déjà fait un pas quand même. Oui, c'est vrai. L'ouverture. Ouais, mais là quand même. Et en fait, il m'a dit c'est très intéressant ce qu'elle soulève, parce qu'on m'a dit plusieurs fois que j'étais un ancien druide, et je vais appliquer ce qu'elles me disent de faire, et puis ça a fonctionné. Voilà. Incroyable. Pour ceux qui veulent communiquer avec les animaux, vous expliquez à un moment dans l'un de vos livres qu'il faut aussi faire un travail sur soi pour éviter justement de ne projeter notre inconscient, nos idées, et que voilà, on fait parler l'animal, en fait c'est ses idées. Et vous racontez que ça vous est arrivé à vous aussi, que vous aviez noté dans un livre que parfois quand vous vous sentez bien, vous captez plutôt les messages positifs. Oui. Et inversement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui. Il faut travailler dans une grande neutralité. D'ailleurs, dans les formations que je propose, le premier niveau, on va ouvrir largement son cœur, son esprit, etc., sans se préoccuper du discernement, tout simplement pour travailler sur la confiance en soi. Mais quand on avance très vite, là, le module 2 que je propose, c'est la posture juste du communicant et cette question du discernement. Et à partir de là, effectivement, j'explique combien il est important de bien se connaître et d'arriver le plus neutre possible. Si je suis une personne très en colère, comme j'en vois beaucoup aussi des personnes qui travaillent dans les associations de défense pour les animaux, dans les refuges, et qui détestent l'humain. C'est la première chose d'ailleurs qu'ils me disent. Je déteste l'humain, je n'aime que les animaux. Donc il y a déjà un jugement ou une non-acceptation de l'humain et une très forte colère. Et quand ils se connectent en fait aux animaux, ils vont avoir des messages qui sont teintés d'une couleur, qui va être celle de... finalement, ils vont récolter des informations où l'animal va témoigner de tout ce qui ne fonctionne pas dans sa vie, tout ce qui va mal, donc ça va donner une teinte un peu grise. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas juste non plus, parce qu'en fait, on n'a qu'une partie. Et l'humain, il n'y aura pas la place pour l'animal de dire aussi tout ce qui va bien, parce qu'il n'y a pas la place chez l'humain de recevoir ce type d'information. Voilà. Ça, c'est très courant.
Et alors, sur ces personnes, justement, dont vous parlez, qui vont être très en colère, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour devenir plus neutre? Eh ben, de faire des stages, de faire des stages aussi de développement personnel, d'aller observer qu'est-ce qui génère cette colère. Moi, je vois beaucoup d'adultes qui sont gênés par l'enfant intérieur, en fait, hein, qui vient s'exprimer là et qui vient montrer tous ces besoins qui n'ont pas été nourris aussi pendant l'enfance, hein, ou toutes ces traces de traumatisme. C'est des traumatismes qui peuvent nous appartenir ou des traumatismes qui peuvent appartenir à nos parents, grands-parents, etc. Mais il y a vraiment cette nécessité d'aller voir dans son histoire et aussi l'histoire de notre famille, qu'est-ce qui génère les blessures, enfin voilà, quelles blessures on a à travailler. Donc, après, il y a l'hypnose, les soins en bioénergie, enfin, il y a tout un tas de choses. Mais ça, c'est nécessaire, vraiment. Il y a aussi des messages que les animaux vous transmettent, que vous mettez dans vos livres, à destination des humains en général, qui ne sont pas forcément des choses particulières. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez en tête, que vous voudriez nous transmettre? Il y en a tellement. Déjà, il y a une différence entre l'animal qui a accepté la domestication et qui vit au quotidien près de nous, qui sont là pour nous montrer combien nous sommes aimables et combien nous sommes en capacité d'aimer et de déployer cet amour en même temps pour soi et du coup pour l'autre. Et puis, il y a ces animaux qui sont ces animaux sauvages, qui vont œuvrer plus pour la planète et par extension pour l'humanité, en faisant un autre type de travail finalement. Globalement, ce que l'animal souhaite, c'est qu'on prenne soin de soi pour être en capacité d'accueillir l'autre comme un prolongement de soi-même en fait. Hein, c'est comme ça qu'il nous perçoit aussi. Moi, je les trouve beaucoup plus conscients que nous, beaucoup plus éveillés que nous. Je pense que les animaux domestiques sont là depuis longtemps sur Terre et nous attendent patiemment pour nous accompagner vers l'éveil de la conscience. Ouais. J'ai envie peut-être de vous parler d'un rhinocéros pour changer, par exemple. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est pas tous les jours. C'est ce que je me dis aussi. Oui, donc les animaux sauvages, j'ai remarqué aussi qu'ils n'étaient pas par hasard à des endroits. C'est-à-dire que souvent, ils interviennent. Par exemple, l'ours à collier du Tibet, ce n'est pas un hasard qu'il soit dans les montagnes, dans l'Himalaya. Et c'est comme s'il était le gardien de ces montagnes sacrées. Dans Conscience Animale, dans ces animaux qui n'en sont pas, il y a vraiment un merveilleux témoignage de ces ours-là. Et là, j'ai envie de vous parler donc du rhinocéros, que je peux apparenter à l'éléphant. C'est des animaux qui sont anciens, c'est des animaux qui sont vraiment reliés à la Terre et qui nous font prendre conscience à quel point la Terre est vivante, comme un être humain. Voilà, il le dit, donc notre lien à la Terre est très ancien. C'est un lien de sagesse et de communion. Nous sommes à son écoute et je te fais ressentir dans tes jambes les vibrations. Et là, je sens vraiment dans mes jambes à ce moment-là quelque chose de très très puissant. Et c'est comme si ça battait en fait dans mes jambes. Comme si mes jambes étaient un cœur géant. Et ça remonte en fait dans tout le corps. Il me dit, je te montre que ce contact à la terre est d'abord physique. Nous sommes comme des arbres en mouvement. Notre mouvement est lent et conscient, même s'il peut nous arriver de prendre de la vitesse. Ressens ce battement sourd à l'intérieur de toi, ce tumulte de sensations au cœur de ton ventre. C'est la terre que tu écoutes là, à travers moi. Donc vraiment, c'est comme si je prenais le téléphone et c'est lui qui me met en lien avec la terre et qui me met en résonance avec elle. Notre présence sur cette planète est importante au même titre que celle des éléphants, des baleines. Nous avons un rôle bien particulier et si nous venions à disparaître, la Terre bouillonnerait davantage, laissant les volcans s'ouvrir et érupter. Nous maintenons la fréquence cardiaque de la Terre à un rythme régulier.
Nous sommes aussi reliés au chakra racine de la Terre en assurant son maintien dans la matière. Je te montre cette croûte terrestre que nous soignons par notre présence. Nous essayons de maintenir un flux d'énergie continu sur toute la surface de celle-ci. C'est d'abord vibratoire. Tout est une question de fréquence. Nos corps lourds et solides agissent comme des onduleurs. Tous les grands ou les gros mammifères comme nous soignent la terre. Nous sommes des guérisseurs, des chamans. Nous nous sommes longtemps sentis seuls. Notre corps n'est une antenne et nos capacités de clairvoyance sont facilitées avec elle. Il me montre combien en fait ils font ce pont entre l'énergie du haut et la terre et combien en fait ils maintiennent un équilibre au niveau énergétique à la surface de la terre. Nous sommes solides et ancrés et nous sommes prêts à traverser un grand bouleversement. Nous entendons la terre à l'intérieur et celle-ci bouillonne. Mais il ne faut pas avoir peur de cela, car ce moment s'inscrit dans une continuité. Il nous appartient de rester à l'écoute de nos besoins primaires, qui sont aussi ceux de la Terre et l'univers. La Terre n'est pas notre planète d'origine, mais nous avons choisi de venir pour la maintenir vivante aussi longtemps qu'il nous est demandé de le faire. Et je rebondis sur un dialogue que j'ai eu pendant 1 an avec un cachalot, et qui va donner d'ailleurs ce prochain manuscrit, La Voix d'Eliot. Eliot, c'est un cachalot qui a été identifié par la communauté scientifique, qui vit au large de l'île Maurice et aussi aux îles Kerguelen. Et il me montre vraiment ce que font les baleines, les cachalots, les dauphins dans la mer, et donc par extension pour la terre, par leur chant en fait. Ils vont aussi tenter d'équilibrer les fréquences et de monter en fréquence en fait l'eau des mers et des océans, et d'une certaine façon œuvrer comme le font les éléphants et les rhinocéros sur Terre et d'autres animaux. Et leur rôle là donc est beaucoup plus vaste, et donc ils agissent en fait pour l'humanité, et ils me montrent aussi leurs origines, qui ne sont pas forcément les origines de cette planète-là. C'est comme s'ils étaient arrivés pour contribuer, pour nous aider à maintenir, en bonne santé en fait cette planète. Mais alors quand on sait aujourd'hui que, j'ai absolument pas les chiffres en tête, mais que la proportion d'animaux sauvages devient ridicule sur Terre, et qu'en fait, je sais pas, ça doit être 80% d'animaux d'élevage, quelque chose comme ça. Ouais. Et que les océans sont en train de... Voilà. Qu'est-ce qu'on en... Ouais. Eh bien, on en revient à ce qu'on a énoncé au début, c'est-à-dire que voilà ce qu'il me montre sur le plan incarné dans la matière, dans la 3e dimension, le chaos, quelque part. Cette mer qui est polluée, ces cétacés qui ont ces sonars qui leur brouillent l'esprit, et donc du coup qui génèrent aussi le déclin de l'espèce, puisqu'il y a beaucoup de décès qui sont liés à la pollution sonore aussi. Et en même temps, quand on se place à un autre niveau, et ça il me montre notre capacité à finalement les aider à régénérer l'eau par nos prières, par nos demandes, par les chants. Moi, je sais qu'ils me font intervenir. Il y a un langage de lumière que je me mets à parler quand je suis en soins. Et à travers ce langage, il y a une montée vibratoire qui est vraiment effective. Et donc, je me sens utilisée comme un pantin, comme un outil vraiment, au service de la terre, et où des fois on me dit d'aller dans un lieu pour faire ça, pour chanter, etc., et d'aller dans un autre lieu. Et donc en fait, ce cachalot me montre le pouvoir du collectif, et qu'il ne faut pas minimiser notre pouvoir. On peut se référer aux études de Masaru Emoto sur le pouvoir de guérison de l'eau.
et sur notre impact sur le changement de la structure moléculaire de l'eau. Simplement, avec nos mots et nos pensées positives, on change cette structure. Si on change cette structure, on change la qualité vibratoire. Donc en fait, ce que les animaux nous disent, c'est qu'en fait, tout n'est pas négatif et qu'on ne doit pas baisser les bras. Mais au contraire, prendre conscience chacun de notre pouvoir de guérison que nous avons en fait sur nous-mêmes et sur la Terre et sur notre environnement. C'est juste une façon de voir les choses et de rentrer en action. Voilà. Et à un moment, vous disiez tout à l'heure, quand vous lisiez un passage, que soit vous faites parler, enfin, un animal qui parle et qui dit que les choses suivent leur cours, entre guillemets, Oui. tel que c'était Oui. prévu. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez développer? Oui. Ce qu'il me montre, c'est que finalement, mais là je vais aller un peu trop loin, j'espère ne pas perdre parce que c'est difficile de réduire, c'est bien expliqué dans les livres, mais que finalement on est comme dans une grande pièce de théâtre et que tout est illusion, on vit une illusion. Et nos pensées viennent renforcer cette illusion ou modifier cette illusion. Quand vous dites illusion, eh bien qu'en fait, cette matérialité, elle existe parce qu'on la nourrit, mais qu'en fait, au départ, nous sommes des êtres immatériels, nous sommes des consciences pures. Mais on décide de faire une expérience qui est celle de l'incarnation, de la matière. Mais au fond, cette expérience, on peut la modifier à tout moment, en fait. Rien n'est figé. Et que finalement, tout suit son cours. C'est-à-dire, du coup, tout suit son cours, c'est-à-dire que nous sommes dans un scénario qui est celui qui est, mais qu'on a cette possibilité de changer le scénario ou de ne pas le changer. Et que finalement, il n'y a pas de mauvais ou de bon, que tout est juste, puisque tout est finalement une expérience. Et qu'il n'y a pas de mort, en fait. Il y a juste un changement d'état. On quitte ce costume d'humain, mais à la base, il y a cette conscience pure qui est presque inaltérable. Et cette vision que vous avez aujourd'hui, qui est partagée par beaucoup d'autres personnes, bien sûr, et de plus en plus, vous, personnellement, qu'est-ce qui fait que vous l'avez dans votre vie, hein? Je ne parle pas d'aller lire des livres, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'intime conviction, on va le dire comme ça, que nous avons une âme, que nous ne sommes pas que des corps physiques? Est-ce que c'est justement toutes les expériences que vous avez eues avec les animaux? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes sûr de ça, vous? C'est vraiment les animaux et ce parcours que j'ai effectué auprès d'eux qui, tous les jours, assoit un peu plus cette vérité. Vérité que je me suis longtemps refusée à partager parce que j'avais l'impression d'être seule. Et que j'avais pas envie qu'on me juge en fait et qu'on me dise que je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, vraiment, je dirais, je m'en fous parce que je suis tellement bien au quotidien et je sais que je fais du mieux que je peux. Et en retour, mais je vis l'émerveillement en permanence. Et ça, c'est depuis que vous avez choisi de faire quelque chose qui vous convient? Exactement. C'est depuis que vraiment j'ai trouvé cet alignement entre l'âme et l'esprit. Mais des fois, c'est pas toujours facile, d'accord ? Moi, pour moi, venir à Paris, c'est sortir de ma zone de confort, c'est quitter mon environnement avec tous mes animaux qui me soutiennent, mon compagnon, ce lieu de nature qui est magique. Et là, je me retrouve confrontée à des énergies dans lesquelles je suis pas forcément à l'aise. Il y a beaucoup plus de bruit, c'est urbain, voilà. Mais je m'observe dans tout ça et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux là ? Il y a cette rencontre, par exemple avec vous. Enfin, il y a plein de choses, voilà. Et donc les animaux m'ont amené petit à petit à changer ma façon d'être, d'appréhender le monde en fait, tout simplement, voilà. Et de revenir tout le temps dans l'instant présent, au positif de l'instant en fait. Et c'est toujours très beau quand on revient dans l'instant présent. Si vous aviez des ressources à
à partager aux gens qui nous regardent? Donc, il y a bien sûr vos 4 livres. Oui, et bientôt le 5e. Bientôt le 5e qui sort quand, du coup? Au printemps. Printemps 2026. Voilà, au printemps 2026. Je sais pas la date exacte. La voix d'Eliot. Et je le conseille parce qu'il est tout petit. Et c'est un livre, c'est vraiment un chemin initiatique de 3 heures où, au sein de cette lecture qui dure 3 heures, si on lit d'un seul coup ce livre, on vit une montée vibratoire. Et on passe de la dualité à l'unité. En tout cas, c'est ce que a souhaité montrer Eliot. Donc c'est très intéressant pour tous les gens qui sont très défaitistes et qui se disent on n'y arrivera pas. Ça peut être intéressant, voilà, d'expérimenter ça. Sinon, oui, il y a La Voix du cheval, hein, qui est une enquête que j'ai menée auprès des chevaux et qui s'adresse peut-être plus aux gens qui travaillent auprès des chevaux. Et puis Le Petit Diète de forêt, qui parle du pouvoir guérisseur des plantes et de la forêt elle-même, comment on peut se régénérer au contact de la nature. Et puis voilà, Conscience animale et ces animaux qui n'en sont pas. Mais moi, je me nourris aussi des travaux de Meroy et Givaudan. Je lis pas forcément aujourd'hui des livres sur la communication animale, peut-être parce que j'en ai lu beaucoup auparavant. Mais il y a bien sûr tous les livres de Laïla Del Monte, et puis c'est agréable aussi de l'entendre. C'est un être solaire qui est magnifique et puis qui parle très bien de la communication animale. Et j'aime beaucoup aussi Laurent Hugely. Qui a préfacé votre livre. Oui, Diète de forêt, oui. Parce qu'il a cette double casquette aussi qui me parle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le chamanisme et à la fois le bouddhisme. Alors moi, j'ai pris refuge dans le bouddhisme aussi et je suis très en lien avec la nature, donc je me retrouve aussi dans ce qu'il partage du chamanisme. Et ça, son contact avec la forêt m'émeut beaucoup et me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je pourrais conseiller Et qui vous a, vous, aidé, hein, personnellement? Oui, mais moi, tous ces ouvrages-là m'aident considérablement. Il y a quand même un livre qui a été exceptionnel dans mon cheminement en tant que communicatrice et qui m'a beaucoup aidée, que j'ai lu il y a très longtemps, qui s'appelle Perles de sagesse. De qui? Je ne peux pas dire de qui, parce qu'en fait, c'est plusieurs communicants animaliers qui ont tous ensemble témoigné de leur communication avec plein d'espèces différentes. Et c'est un livre qui a été traduit, mais qui initialement, je crois, est sorti aux États-Unis. Peut-être on a un peu de mal à le trouver, mais si jamais vous le trouvez, ça vaut le coup de l'acheter, vraiment. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis aussi de mourir à certaines croyances limitantes. Comme quoi, par exemple? Au départ, c'était comme parler avec les insectes et recevoir des messages très profonds de la part des insectes. C'est le type de message, en fait, dont ils témoignent, qui m'ont fait dire « Ah oui, ok, ça c'est possible. Ah oui, alors on peut parler. Alors oui, d'accord, il y a des animaux qui viennent d'une autre planète. Ok, ça c'est possible. » Vous voyez, parce que c'est pas toujours évident quand on reçoit ce genre d'informations. Voilà, pour ce qui est des ouvrages. Il y a une personne que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Lumineuse. Et voilà, et son discours est très positif, donc écouter ses podcasts à volonté, ça peut faire que du bien. Voilà, je pense. Et donc, en ce qui vous concerne, donc, quelles sont donc j'ai dit en préambule vos activités, mais donc vous faites des formations en communication animale. Est-ce que vous faites aussi de la thérapie ou comment ça se passe? Alors, non, je travaille en collaboration avec mon compagnon et maintenant, je ne fais plus de soins directs avec l'humain, mais c'est lui qui accompagne les humains. De la même façon que je le fais, mais avec les animaux. Donc moi, j'ai encore des périodes de consultation, sauf quand j'écris. Donc j'ai de l'écriture. Souvent, en amont de l'écriture, je mène des enquêtes auprès des animaux sauvages, par exemple. Et puis, nous avons donc ces formations que nous proposons pour apprendre à communiquer avec le vivant, les animaux, mais aussi toute autre forme de conscience. Ça peut être le minéral, les lieux, les humains. Voilà. Donc la formation, c'est la majeure partie de nos prestations. Enfin, ce sont surtout nos prestations. J'ai arrêté le soin individuel, mais par contre, mes chevaux,
qui sont quand même un peu particuliers, déverrouillent les cœurs, j'allais dire, et appuient là où il faut appuyer au bon moment pendant les stages de communication avec le vivant. Voilà. Quand tu dis de communication avec le vivant, c'est-à-dire que donc il y a au-delà des animaux. Oui, je le prends oui, plus général, c'est pas que animal, oui. Voilà. Et vous êtes situé où géographiquement? On est dans le Gard, à Générac, entre Nîmes et Arles, aux portes de la Camargue. Voilà, dans un lieu très beau, une très jolie colline. Et donc votre site, c'est RHEA, communication avec le vivant.com. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Moi, j'invite vraiment toutes les personnes à se faire confiance, à vraiment prendre au sérieux son capital intuitif et ne pas penser que c'est réservé aux autres et en faire l'expérience, ne serait-ce que par curiosité au départ, mais c'est source de bonheur, je dirais, cette reliance avec les animaux. Pour moi, la nature et les animaux sont là pour nous montrer le chemin, la voie pas que de la sagesse, mais de l'éveil, et ça nous permet de vraiment retrouver notre essence, qui on est en fait, d'où on vient. Retrouver la mémoire aussi, c'est important de retrouver la mémoire. Et suivre le chemin de cette nature, on se trompe pas. Merci beaucoup, Peggy. Merci.